Chers amis, chers membres de la SFA, c'est avec une immense joie que nous vous retrouvons pour cette SFA Direct, malgré le contexte sanitaire bien compliqué pour tous. Je suis très heureux de vous présenter ma communication avec pour titre du flessum préopératoire à l'arthrolyse arthroscopique postérieure, ou plus globalement, la gestion des raideurs pré- et post-opératoires du genou, qui est une préoccupation quotidienne pour nous tous. L'entorse du genou est une pathologie particulièrement fréquente dans nos consultations, mais je vais essayer d'attirer votre attention sur des éléments clés de l'examen clinique qui ne nous ont pas été forcément enseignés. Lorsque vous recevez en consultation une patiente victime d'une entorse du genou droit dans le cas présent, outre l'examen clinique classique, il faut impérativement et spécifiquement analyser la qualité des contractions de son quadriceps. Vous voyez très bien pour cette patiente qu'elle a à gauche une contraction parfaite de son quadriceps et en particulier de son vas médial, alors qu'à droite, sur son genou atteint, elle a une inhibition motrice complète de son quadriceps et en particulier de son vas médial. Elle a même des contractions paradoxales de son rectus femoris qui est très classique après un traumatisme du genou. Après découverte de ce flessum en consultation, nous allons très rapidement essayer de savoir s'il s'agit d'un flessum antalgique ou d'une déformation articulaire irréductible. Et pour cela, nous avons un outil très simple. Il suffit de positionner le patient en décubitus ventral. Ce positionnement en décubitus ventral va vous permettre d'objectiver une contraction réflexe des ischio-jambiers qui confirme qu'il s'agit bien d'un flessum antalgique, qui est donc réductible avec quelques manœuvres que je vais vous montrer plus tard. Comme on nous l'a enseigné, nous allons tous adresser ce patient victime d'une entorse du genou chez le kinésithérapeute, mais sans savoir précisément ce qu'il faut demander. Il est important de savoir que la très grande majorité des kinés ont appris à faire du réveil quadricipital avec de l'écrase-coussin. Si cela permet effectivement de réveiller un quadriceps, la contraction concomitante des ischio-jambiers va rendre impossible l'extension active et en tout cas le réveil spécifique du vas médial. Pire, l'utilisation des appareils d'électrostimulation va entraîner une contraction passive de ce quadriceps, mais en aucun cas permettre une levée de cette inhibition motrice. Ce déficit d'extension par inhibition motrice du quadriceps aggravé par le flessum préopératoire va entraîner des raideurs post-opératoires avec certitude et même à moyen terme, comme l'a démontré Shelbourne, un taux d'arthrose plus important. Nous allons donc essayer de comprendre ce qu'est une bonne contraction du quadriceps et en particulier du vas médial. Vous voyez, cette patiente a des très bonnes contractions, c'est-à-dire qu'elle va chercher spontanément l'hyperextension, elle ne cherche pas à lever sa jambe et surtout, elle va avoir une élévation efficace de son talon du plan de la table. Ici, chez cette patiente avec sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, on va retrouver cette hyperextension active volontaire par une contraction efficace de son vas médial, alors que sur sa jambe avec son LCA rompu, vous voyez là encore, inactivation du vas médial, contraction préférentielle du rectus femoris et surtout un mécanisme réflexe qu'ils ont tous, c'est-à-dire qu'elle a une activation de son jambier antérieur qui va être délétère puisqu'elle va aggraver le flessum. Nous avons mis des années à comprendre que ce mécanisme réflexe était en fait d'origine centrale. Dès 200 après Jésus-Christ, c'est probablement Galien le premier qui a parlé de mécanismes réflexes surajoutés à des lésions articulaires périphériques. Ces mécanismes dits réflexes, en lien avec le système nerveux central, ont été particulièrement étudiés à la fin du XIXe siècle par des auteurs français. C'est ensuite Charles Sherrington, prix Nobel de la médecine dans les années 30, qui a parlé d'inhibition centrale. Le mécanisme, connu sous le nom d'arthrogenic muscle inhibition, a toujours pour origine une atteinte articulaire, dans le cas présent, une lésion du genou.
qui va ensuite entraîner un mécanisme réflexe spinal, puis une atteinte frontale que l'on va détailler ensuite. Ce mécanisme réflexe complexe d'origine centrale appelé arthrogenic motion inhibition peut être expliqué par cette illustration. Schématiquement, tout commence par une atteinte articulaire périphérique, dans le cas présent, une rupture du ligament croisé antérieur. Cependant, nous ne savons pas qui de l'inflammation, de l'épanchement, de la douleur, de la laxité va entraîner ce mécanisme réflexe avec une altération à 2 étages. D'abord un réflexe spinal qui va entraîner une contraction réflexe des ischio-jambiers à l'origine du flexum antalgique et une atteinte corticale frontale à l'origine de l'inhibition motrice du quadriceps qui va persister de très longs mois malgré la rééducation et qui s'explique par cette atteinte centrale. Ainsi, il est très important de comprendre que toutes les thérapeutiques envisagées vont être actives à un niveau spécifique de cette atteinte complexe. Par exemple, la cryothérapie ou la ponction de l'hémarthrose, dont on reparlera plus tard, vont agir au niveau articulaire, alors que l'électrostimulation ou tous les exercices de sidération des ischio-jambiers va agir à un niveau spinal. Et enfin, le biofeedback, qui est une électrostimulation avec un contrôle visuel, où tous les exercices de réentraînement vont agir, eux, directement au niveau cortical frontal. Voici le cas typique d'un patient victime d'une entorse du genou droit avec une inhibition motrice caractéristique et même des contractions paradoxales de son rectus femoris, comme l'on voit très régulièrement. Ce patient va être très vite mis en rééducation avec du biofeedback de façon à lever son inhibition motrice. Vous voyez qu'en quelques jours, il récupère un vaste médial efficace puisqu'il a une contraction spécifique de son vaste médial. On peut l'aider aussi en lui faisant faire des exercices spécifiques car il est très important de comprendre que son vaste médial doit être efficace dans les derniers degrés d'extension. Le même patient, 3 semaines après un travail spécifique de levée de cette inhibition motrice, en particulier grâce à l'utilisation du biofeedback, ce patient retrouve une extension active avec un vaste médial qui est efficace puisqu'il lève le talon de la table et nous pouvons envisager un geste chirurgical sans risque de complications post-opératoires importantes. Nous avons depuis quelques années une attention toute particulière pour ce mécanisme réflexe que nous rencontrons en pré comme en post-opératoire. Il convient donc d'être extrêmement vigilant sur le réveil du vaste médial qui semble être l'élément clé de ce mécanisme. Après avoir mis plusieurs années pour comprendre ce mécanisme complexe d'arthrogenic motion inhibition, nous avons essayé de développer des exercices spécifiques de relâchement de ce mécanisme réflexe. Il s'agit ici d'un patient footballeur professionnel victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec une anse de saut du ménisque interne. Comme toujours, ces patients viennent en consultation avec un flexum antalgique et nous pouvons constater immédiatement qu'il a surtout un vaste médial qui est totalement inefficace puisqu'il est hypotonique par rapport au côté sain. Par contre, et de manière paradoxale, le patient continue à avoir des contractions anormales de son rectus femoris alors qu'on lui demande des contractions de son vaste médial. Sur le ventre, on va s'apercevoir très vite qu'il a un flexum antalgique très important par hypertonie de ses ischio-jambiers. Nous allons donc faire des exercices visant à faire un relâchement progressif de ses ischio-jambiers en ayant une main sous le pied et en faisant des contractions contrariées permettant de faire des relâchements progressifs de ces ischio-jambiers qui vont prendre plus ou moins longtemps en fonction de l'ancienneté de ce flexum, jusqu'à obtenir une hypotonie symétrique de ces ischio-jambiers, témoin d'un relâchement. La deuxième étape, qui est extrêmement importante, va être celle du réveil de son vaste médial, avec un apprentissage non pas de faire de l'écrase-coussin, car à ce moment-là, il fera de la co-contraction et ne pourra pas retrouver l'extension, mais un apprentissage spécifique
de réveil de son vaste médial qui se fait d'abord sur un coussin avec un doigt sur le pôle supérieur de la rotule pour que le patient comprenne bien l'exercice qu'il a à faire. Puis progressivement, nous allons diminuer l'épaisseur de ce coussin pour que son vaste médial continue à être efficace avec simplement ces petites contractions. En fin d'exercice, le patient peut réaliser une contraction spécifique de son vaste médial en extension complète. Et vous voyez qu'elle est totalement symétrique malgré son anse de saut qui n'a pas été réduite. Nous sommes alors dans des très bonnes conditions pour réaliser une chirurgie. Ce patient aura des suites très simples et sans problème particulier. Un autre élément important que nous avons déjà cité est l'importance de l'hémarthrose. Ce patient footballeur qui a une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche a une sidération complète de son quadriceps. Il vient d'avoir son accident quelques jours auparavant. Une simple ponction articulaire de 50 cc de sang va lui permettre de retrouver un vaste médial efficace immédiatement, sans apprentissage préalable. Vous voyez qu'en extension complète, il récupère un vaste qui est tout à fait efficace, nous permettant là encore de réaliser une chirurgie rapide sans complications post-opératoires. Il est très important de comprendre que ce mécanisme réflexe d'AMI va être source de raideur post-opératoire. Nous l'avons démontré avec Mathieu Tonat en 2016 avec cette publication démontrant des raideurs post-opératoires importants après réinsertion des épines tibiales, ou cet article récent qui montre après suture du LCA des complications de l'ordre de 23% d'arthrofibrose, ce qui est catastrophique. En fait, ces deux populations de patients ont été opérées très rapidement avec une hémarthrose importante, une sidération complète du quadriceps, entraînant ensuite des raideurs avec des nécessités de faire des arthrolyses secondaires. De même, nous avons démontré qu'après reconstruction du LCA, si le défaut d'extension actif persiste à 6 semaines, cela augmente de manière très importante le taux de risque de cyclope, avec là encore nécessité d'arthrolyse secondaire. Cela démontre que la raideur s'installe très rapidement et qu'il faut agir avant 6 semaines. Pire, cela peut aboutir à des raideurs post-opératoires définitives, typiques chez cette patiente opérée il y a 2 ans d'une rupture du ligament croisé antérieur avec un flessum préopératoire et qui, malgré 2 ans de rééducation, se retrouve toujours avec ce flessum pour lequel la seule indication à ce stade est une arthrolyse arthroscopique avec section des coques postérieures. Pour cette patiente, l'extension n'ayant pas été acquise au cours de l'arthroscopie, un mini-open de part et d'autre des portales postéromédiales et postérolatérales a été nécessaire. Je vais vous détailler la technique opératoire. Vous décrire les 4 étapes fondamentales d'une arthrolyse arthroscopique postérieure. D'abord la réalisation de la voie d'abord postéromédiale, ensuite de la voie transseptale, puis de la voie d'abord postérolatérale, permettant un accès à la capsule postérieure qui sera sectionnée. Il n'y a rien de particulier à la réalisation de cette voie d'abord postéromédiale. Par cette voie d'abord, nous allons pousser notre shaver contre le septum, sous contrôle de la vue, puis inverser notre arthroscope qui sera passé sous le ligament croisé intérieur, de façon à voir arriver notre shaver avec toujours le couteau face à soi. Une fois que nous avons fait cet orifice dans le septum, nous allons pouvoir placer notre scope par la voie postéromédiale de façon à pousser et par la transillumination réaliser en sécurité la voie d'abord postérolatérale. Par cette voie d'abord postérolatérale, nous allons introduire une sonde d'électrocoagulation permettant d'élargir cette ouverture du septum. Une fois réalisés ces 3 temps, nous allons maintenant pouvoir sectionner la capsule postérieure en se méfiant de la zone derrière le septum puisque les éléments nobles sont juste derrière. Nous allons, avec un ciseau ou un trocar, réaliser une chambre de liberté derrière la capsule articulaire et couper ces coques, soit sur un trocar, comme dans ce cas-là pour protéger les éléments nobles, soit en poussant des ciseaux sans couper. Nous réalisons cela du côté médial,
Puis nous complétons cette section des coques postérieures en latéral, en se méfiant de cette zone derrière le septum qui contient les vaisseaux. Voilà l'arthrolyse complétée, avec ici les vaisseaux qui sont juste derrière la capsule articulaire. En cas d'absence de récupération de l'extension complète, vous pouvez agrandir vos orifices postérieurs et passer une rugine à la face postérieure du fémur, de part et d'autre, de façon à compléter votre arthrolyse. La même patiente, quelques jours après l'arthrolyse postérieure, a retrouvé un récurvatum passif. Il va falloir maintenant de très longs mois de rééducation pour retrouver ce récurvatum actif et surtout réaliser un véritable réapprentissage de la marche. Autre cas particulièrement démonstratif d'une patiente opérée 2 ans auparavant d'une rupture du ligament croisé antérieur avec une anse de saut du ménisque médial et qui, malgré une mobilisation sous anesthésie générale et 2 arthrolyses arthroscopiques, n'a toujours pas retrouvé son extension. Elle nous explique à l'interrogatoire qu'elle n'a plus de contraction de son quadriceps depuis le pré-opératoire. L'examen clinique retrouve un flessum fixé de 30 degrés qui peut être confirmé en décubitus ventral avec un flessum persistant malgré une relaxation de ses ischio-jambiers, témoin d'une rétraction capsulaire postérieure nécessitant une arthrolyse. À la marche, elle a un flessum important et un schéma de marche dit postérieur, c'est-à-dire qu'elle tient debout par une contraction permanente de ses ischio-jambiers et de ses gastrognathia, alors que le testing dans les escaliers nous témoigne d'un quadriceps totalement inefficace qui va nécessiter une prise en charge spécifique importante avant d'envisager l'arthrolyse. La même patiente, prise en charge en 3 étapes bien spécifiques. Une première étape avant l'arthrolyse permettant de récupérer une contraction volontaire du vaste médial et surtout un long travail d'apprentissage de la dissociation quadriceps ischio-jambier, suivi par une arthrolyse arthroscopique pure permettant une section des coques postérieures, et enfin une phase post-opératoire de véritable reprogrammation neuromusculaire de la marche, avec récupération d'un récurvatum physiologique dynamique, lui permettant maintenant d'avoir une marche strictement normale, avec une disparition complète de son flessum historique. En conclusion, l'arthrogenic motion inhibition est un réflexe complexe d'origine centrale fréquent qui survient après traumatisme ou chirurgie articulaire et qui va être à l'origine d'une inhibition motrice prédominante sur le quadriceps et en particulier sur le vaste médial, qui va se présenter soit sous la forme d'une inhibition réflexe de la contraction volontaire du quadriceps et du vaste médial qu'il faudra impérativement rechercher en consultation, soit de manière plus bruyante par un flessum antalgique lié à une contracture réflexe des ischio-jambiers associée là aussi avec une inhibition du vaste médial. Nous avons vu que quelques exercices peuvent nous aider à lever cette inhibition, par exemple la ponction de l'hémarthrose, l'utilisation bénéfique par le kiné du biofeedback ou des exercices spécifiques de levée de la contracture des ischio-jambiers en cas de flessum. Cependant, il faut bien comprendre que l'absence de prise en charge rapide de ce réflexe et de la levée de cette inhibition motrice va entraîner dans tous les cas des raideurs post-opératoires qui seront provisoires pendant quelques semaines, puis définitives au bout de quelques mois, nécessitant des interventions complexes de type arthrolyse avec section des coques postérieures, et surtout des programmes spécifiques de rééducation qui sont des véritables reprogrammations neuromusculaires. Je souhaitais profiter de mon temps de parole pour remercier une fois encore le Dr Bénédicte Keller, mais aussi Olivier Rachet, kinésithérapeute au centre hospitalier d'Hauteville, qui sont ceux qui m'ont initié il y a bien longtemps à la compréhension de ces mécanismes extrêmement complexes des flessums antalgiques, mais aussi mon ami le jeune professeur Étienne Cavaignac, qui m'a permis de transformer ces longues heures de réflexion et de lecture en une thèse de science sur le cerveau que j'espère pouvoir soutenir en 2021. Pour finir, un grand merci à tous les auditeurs, mais aussi aux directeurs scientifiques Thomas Cucurullo et Nicolas Bonnevial qui m'ont permis de vous présenter cette communication qui m'est très chère. Bonne SFA, à très bientôt.